Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport, une chronique société à vous proposer la dégradation de notre cadre de vie, résultat de la négligence des élus et de l'incivilité des administrés. Ce sera avec Ahmed Touré à partir de 7h10 sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et vous aurez rien que du sport à 7h20 dans la matinale de la Coupe du Monde avec Ferran Kouakou. Avant tout ceci, c'est le journal présenté par vous, Régis Kofi. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à toutes et à tous. Madame, monsieur, voici les titres à la une de l'actualité de 7h. Après les inondations, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, apporte son soutien aux familles des disparus. Les chefs de police et de sécurité des États membres de la CEDEAO et de la Mauritanie se rencontrent à Abidjan. L'objectif est de renforcer la sécurité de la région en harmonisant les mesures judiciaires et procédures policières. La Côte d'Ivoire et la Chine signent un protocole d'accord aérien, accord qui va permettre à notre pays de s'ouvrir sur le marché chinois. Et puis en RDC, en République démocratique du Congo, le dernier cas confirmé de la maladie Ebola remonte au 6 juin 2018. Ebola ne semble plus sévir dans le pays. 24 personnes au total ont été guéries depuis le premier cas confirmé. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et à toutes. Après 2 ans d'exercice en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de l'Inde quitte notre pays. Raghuntala Ravindra a fait ses adieux au président de la République Alassane Ouattara ce lundi au palais présidentiel. Les deux hommes en ont profité pour parler de renforcement des relations déjà excellentes entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Et toujours la Côte d'Ivoire, une autre coopération avec la Chine. Ces deux pays ont signé un protocole d'accord aérien hier lundi. Des accords qui vont permettre à notre pays de s'ouvrir sur le marché chinois. En clair, il s'agit de renforcer les relations entre les deux pays, créer une base législative de cette ligne aérienne et renforcer les ressources humaines. Le ministre chinois en charge de l'administration et l'aviation civile, Feng Zhengling. L'industrie de l'aviation civile est une industrie et secteur stratégique en Chine. Sous les attentions de notre gouvernement, cette industrie se développe très vite et aussi avec la qualité. La Chine devient déjà le deuxième grand pays de l'aviation civile, transport civil dans le monde entier. Et maintenant, on est en train de se développer le transport aérien vers un pays fort. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a ouvert ce lundi à Abidjan les travaux de réflexion des chefs de police et de sécurité des États membres de la CEDEAO et de la Mauritanie, en prélude à la cérémonie de lancement de la phase 3 du programme WAPIS-SIPAO, système d'information des polices d'Afrique de l'Ouest, ce mardi. Ce programme apparaît ainsi comme une solution clé pour renforcer la sécurité de la région en harmonisant les mesures judiciaires et procédures policières. Le ministre Sidiki Diakité encourage justement cette initiative. Les criminels, avec leurs actes, n'ont pas de frontières. Il n'y a aucune raison, donc, pour que nos États, particulièrement vous qui avez la charge de veiller sur la sécurité de nos populations, vous vous imposiez des frontières. Donc, éliminez toutes les barrières entre vous et faites en sorte que sortir de la réunion d'Abidjan, il ne se passe plus rien dans un État de la CEDEAO sans que les 14 autres États en soient informés et que rien ne puisse constituer une menace pour un pays tiers porté à la connaissance d'un autre pays sans qu'il y ait de réaction commune. C'est donc en harmonisant nos moyens de lutte, en mettant en commun nos ressources, nos informations, en demeurant les uns ou les autres en contact de façon régulière, que nous allons pouvoir protéger nos États et protéger nos populations le plus efficacement possible. Reconstruction de l'outil de défense post-conflit, cas des pays africains, c'est le thème de la 3e édition de la session internationale des réflexions stratégiques qui a débuté hier lundi à Grand-Bassam. Oui, organisée par l'Institut d'études stratégiques de défense et de coopération française. Cette rencontre sera l'occasion pour les experts civils et militaires de partager les expériences sur la problématique de défense propre à l'Afrique. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Ange Kouadio nous en parle.
Face à la résurgence des conflits qui mettent à mal le développement de nos pays, cette troisième édition vise à apporter une réflexion globale et profonde au problème de l'outil de défense. Cela dit, la quarantaine de participants venus de 20 pays et 2 organisations économiques sous-régionales, notamment la CEDEAO et la CEAC, vont 5 jours durant se pencher sur plusieurs thématiques, avec pour objectif d'éprouver les réalités de l'environnement géopolitique africain dans le creuset de la pensée stratégique. L'ambassadeur de France, Gilles Huberson, s'est réjoui de cette initiative qui traduit l'engagement de son pays pour la préservation de la paix, gage de tout développement économique. Prenant la parole, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a mis l'accent sur l'intérêt de la reconstruction de l'outil de défense après les crises. Bien que ce processus soit délicat, il est incontournable pour tout pays qui aspire à la stabilité. Toutefois, il a insisté sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires, le rétablissement de la chaîne de commandement dans un contexte de sortie de crise. Notons à toutes fins utiles que pour cette troisième édition, l'innovation majeure reste la publication des 10 communications dans un ouvrage à paraître. Le soutien aux victimes des inondations consécutives aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan se poursuit. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a rendu visite ce lundi aux familles sinistrées de la commune de Cocody. Djenebou Karaboko. En se rendant personnellement sur les lieux sinistrés, Dominique Ouattara voulait ainsi marquer sa solidarité à l'endroit des personnes affectées par ce drame et exprimer par la même occasion sa compassion aux familles dans cette épreuve douloureuse. Au quartier Alabra, à la Riviera, où une femme a péri dans cette inondation, la première dame de Côte d'Ivoire a apporté une assistance financière à la famille éplorée à hauteur de 3 millions de francs CFA. Cet élan de solidarité s'est ensuite poursuivi à quelques mètres du quartier Alabra, plus précisément sur le site de Police Secours, un groupe créé sur les réseaux sociaux dans le but d'améliorer les relations entre la police et la population. Ces bénévoles ont aussi reçu une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Après Alabra, c'est Faya qui accueille la première dame. Dans ce quartier, il y a eu également perte en vie humaine. Dominique Ouattara était aux côtés de la famille du défunt pour partager cette douleur. Cette famille a reçu 3 millions. Autre endroit, même décor de désolation, des sites provisoirement aménagés par la mairie de Cocody pour accueillir les sans-abri. En guise de réconfort, la première dame a fait don de vivres et non-vivres à ces populations qui ont pratiquement tout perdu. En plus de ces dons, il faut ajouter une enveloppe globale de 5 millions de francs CFA. La première dame, qui dit comprendre les difficultés des personnes sans abri, a salué par ailleurs toute l'organisation mise en place pour venir en aide aux sinistrés. Elle promet alléger leurs souffrances à travers une contribution financière du gouvernement. Dès ce mardi, chaque famille percevra 150 000 francs CFA pour trouver un nouveau logement, a dit Dominique Ouattara. 1 million de francs CFA aux familles des victimes décédées et 100 000 francs CFA aux blessés de l'effondrement d'un immeuble R+4 dans le district autonome de Yamoussoukro. C'est un geste du chef de l'État ivoirien qui traduit la compassion du gouvernement à l'égard des victimes de ce drame survenu le 12 juin dernier au quartier millionnaire de Yamoussoukro. Et c'est la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant qui a porté la nouvelle. Un autre sujet, une masterclass méningite initiée par le groupe Sanofi vient de se tenir ici à Abidjan. Pour cette troisième édition, 13 experts de 10 pays de la sous-région sont venus échanger leurs expériences en matière de prévention contre la méningite, notamment à travers la vaccination. Dr Nancy Burley est le responsable des affaires médicales de la région Afrique. Tous les ans, on peut voir des épidémies qui sont absolument tragiques dans la ceinture de la méningite. 26 pays qui chaque année sont énormément touchés, où on peut voir jusqu'à 60 000 ou 70 000 cas de méningite invasive, c'est-à-dire des personnes qui vont être touchées, qui vont avoir des séquelles dans le meilleur des cas et dans le pire des cas qui vont décéder. La raison pour laquelle Sanofi est extrêmement investi, c'est une raison historique puisque Charles Mérieux à l'époque a vacciné énormément et en Afrique il a également laissé son empreinte et a commencé à vacciner également des populations et on continue à vacciner. Et nous allons à l'international. Cela fait 20 jours que la République démocratique du Congo n'a plus notifié un nouveau cas positif de la maladie. La maladie à virus Ebola, au total, 24 personnes ont été guéries depuis le premier cas confirmé. Aujourd'hui, place est à l'optimisme du côté du ministère de la Santé qui affirme avoir maîtrisé la situation dans la ville de Mbandaka, dans la zone de santé de Bikoro. Au total, 55 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 38 confirmés. Et
des personnes grièvement blessées samedi dernier dans l'explosion du meeting du président Mnangagwa à Bulawayo sont décédés. Et oui, c'est au Zimbabwe. Perens Shiri, ministre de l'Agriculture et ancien chef de l'armée de l'air, prévient que les coupables qu'il a qualifiés de terroristes sont en train de jouer avec le feu. Le maréchal n'a nommé personne, mais beaucoup de Zimbabwéens croient qu'il visait des rivaux au sein du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Voilà, merci de votre attention, madame, monsieur. Ce journal est terminé. On se retrouve à 8h. Merci à Régis Kofi pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Parlons de la dégradation de notre cadre de vie qui est le résultat de la négligence des élus et de l'incivilité des administrés, nous dit Ahmed Touré dans la chronique Société. La chronique du jour. Ahmed Touré au micro. Bonjour à tous. Est-il possible aujourd'hui de circuler sur le macadam à Abidjan sans risque ? Il faut d'abord éviter les piétons qui n'ont plus de trottoir à cause des commerçants, des réparateurs de pneus, des mécaniciens et même des titrologues qui s'agglutinent devant les panneaux d'affichage des journaux. Il faut ensuite se livrer à un parcours d'obstacles entre les dos d'âne construits dans le désordre le plus total, des crevasses créées et non fermées par des riverains pour faire passer des câbles ou des tuyaux, des trous ou des nids de poules qui deviennent chaque jour plus grands et plus profonds avec les pluies. Lorsque l'on a réussi à éviter tous les obstacles de la négligence et de l'incivilité, on se heurte à des portails en pleine chaussée. Portails montés par des résidents qui ont décidé que la portion de route devant leur domicile est leur propriété privée. Bref, on a la nette impression qu'il n'y a ni maire ni service technique dans nos communes. Interrogés, les maires accusent l'État de ne rien leur laisser sur leurs ressources produites par les communes. À ce tarif, il est difficile d'évaluer les performances des élus communaux qui disent n'être pas entièrement responsables de la salubrité de l'état des voies communales et des rues. Les contribuables ont besoin de savoir à qui s'adresser devant les désagréments communaux, qu'ils soient bruyants, malodorants ou acrobatiques. Vivement que l'État leur donne une feuille de route avec les missions et les moyens conséquents afin que la propreté, la salubrité, le confort de vie dans chaque commune permettent d'apprécier l'efficacité de l'équipe élue pour décider en toute objectivité de la reconduire ou de les conduire sans considération individuelle ou tribale. Cependant, l'État ayant ses raisons que le commun des mortels ne connaît pas, il est urgent de réfléchir à la manière dont on peut combler les nombreux trous qui crevassent les rues et avenues de nos cités, harmoniser la pose et la hauteur des ralentisseurs, ici que nous appelons dos d'âne, faire disparaître les portails qui sont dans les rues, sécuriser la vie dans nos quartiers et communes et réconcilier les maires avec leurs administrés qui ne voient certains d'entre eux que pendant la campagne électorale. En démocratie, les élus sont au service des électeurs, pas le contraire. Ahmed Touré vous salue.